Et donc maintenant, je vais passer à la partie des comportements problèmes. Alors déjà, un comportement problème en fait se définit selon sa nature, son intensité et sa fréquence. Donc il y a plusieurs catégories de comportements problèmes, qui sont les agressions, les autostimulations, l'alimentation, la destruction. Voilà, donc il y a plusieurs, on les retrouve dans toutes ces catégories. Donc un comportement en fait devient un comportement problème si c'est un danger pour la personne. Il y a plusieurs critères, mais voilà, si c'est un danger pour la personne, si le comportement problème c'est de sortir, en soi c'est pas un comportement problème de sortir, sinon on a tous un problème en sortant de l'amphi tout à l'heure. Mais un enfant qui ne fait que sortir en permanence, même si c'est pas une fuite où on lui court après sans arrêt ou quoi que ce soit, s'il prend cette habitude dans un service, il va prendre l'habitude, dans n'importe quel endroit où il est. Donc s'il s'enfuit et que ce jour-là il est dans un appartement au rez-de-chaussée à Paris, ça pose un peu plus de problèmes. Donc ça peut mettre la personne en danger. Donc il faut faire attention. Un comportement est problématique s'il pose un danger pour autrui. Les enfants tout simplement qui vont taper, mordre, pincer, au bout d'un moment ça énerve fortement les autres, ou même ceux qui poussent, on ne sait jamais jusqu'où ils peuvent aller. Il y a aussi le risque d'aggravation si on n'intervient pas. C'est-à-dire que un enfant qui à 3 ans va mordiller, quand il a besoin d'exprimer un mécontentement, il va mordiller, bon ça va à 3 ans. Mais quand il a 15 ans, c'est plus de mordillement à ce moment-là. Donc il y a des comportements, il faut se dire que si on ne les résout pas à un certain âge, ça risque d'être véritablement problématique et de mettre d'autres personnes en danger et de limiter en fait l'intégration dans des structures, à l'école. Donc certains comportements sont à prendre en compte, même s'ils ne paraissent pas très graves sur le moment. Évidemment, si ça rend aussi les apprentissages impossibles. Parce qu'effectivement, si l'enfant ne fait que... alors je parle beaucoup d'enfants, mais ça marche aussi pour les adultes. C'est vrai que j'ai cette habitude de parler beaucoup des enfants. Donc si ça rend tous les apprentissages impossibles parce que la personne autiste n'est pas du tout accessible, parce que dès qu'on l'approche ou dès qu'on le touche, il y a un comportement de fuite, ou il y a des cris qui vont apparaître. On n'arrive pas à pouvoir faire des apprentissages tels que l'autonomie de toilette, l'habillage ou les apprentissages scolaires aussi. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement le problème il est surtout pour l'environnement social. La personne avec autisme, c'est pas un problème, son comportement. Donc en fait, c'est nous qui définissons le comportement comme étant problématique parce qu'il arrive trop souvent, parce qu'il est trop intense, parce qu'en plus de ça dure longtemps, parce que c'est pendant 2 heures il va se mettre à crier, et parce qu'il y a une inadaptation sociale aussi qui peut arriver. Donc en fait, la personne, elle ne perçoit pas son comportement comme un problème, mais plutôt comme une modalité efficace pour interagir avec l'environnement. Et donc voilà, l'évaluation fonctionnelle, elle va permettre de répondre à la question du pourquoi il a estimé ça efficace. Donc, il y a un modèle pour expliquer tout ça, un modèle fonctionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un comportement problème, c'est avant tout un comportement humain. Et comme tout comportement humain, il est soumis à un certain apprentissage. Dans notre développement à tous, on a, et puis même dans notre vie actuelle, on sélectionne, on intègre des comportements si on a des conséquences positives. Il y a des comportements que certains d'entre nous ont développés, d'autres pas, parce que les conséquences n'ont pas été les mêmes. Et c'est ces conséquences qui guident
le comportement. Alors là, en fait, pendant quelques diapos, je vais me décentrer totalement de l'autisme et puis on va parler un peu plus de la vie normale et de la vie quotidienne, pour vous faire comprendre que cet apprentissage et l'analyse fonctionnelle des comportements ne se réduit pas à la personne avec autisme. Donc là, par exemple, voilà, ce petit bébé, tout simplement, qui est en train de marcher, il n'est pas bien sûr de lui. Quand on apprend à marcher, on est tous tombés, enfin, normalement. Généralement, dans l'apprentissage, quand l'enfant tombe sur sa couche, il va être un peu surpris, il peut peut-être un petit peu pleurer. Voilà, il n'est pas très fier. Mais généralement, les adultes qui sont à côté, on va plutôt rassurer ou même applaudir parce qu'il a finalement testé quelque chose qui était de se mettre debout sur ses jambes, et ce qui est un effort. Et donc généralement, on va être plutôt positif. Des applaudissements, on va avoir un ton plutôt enjoué, des encouragements pour qu'il recommence. Voilà, on est plutôt très, très positif à ce moment-là. Et donc, l'enfant, ce qu'il perçoit, c'est que finalement, il est tombé. Mais en même temps, c'est peut-être pas si grave parce qu'il a pu provoquer quelque chose d'assez sympa. On a fait attention à lui, on l'a encouragé, on l'a félicité. Donc finalement, pourquoi pas recommencer? Et au final, à force de recommencer, l'enfant apprend à marcher aussi de cette manière parce que le fait d'avoir été félicité a plutôt renforcé le fait d'essayer plutôt que d'avoir un comportement où des parents qui utiliseraient un comportement du type ah non mais t'es vraiment mauvais, c'est pas la peine d'essayer de recommencer ou quoi tout ça. L'enfant, il y a peu de chances qu'il réessaye parce que si c'est pour se faire gronder parce qu'il est tombé, il n'a pas envie de revivre ça. Donc du coup la conséquence positive là va un petit peu faire émerger à nouveau ce comportement qui va réapparaître plusieurs fois et donc le comportement de la marche va s'acquérir comme ça au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est que le comportement problème, généralement, il arrive dans un contexte. C'est pas le fruit du hasard. Son apparition et son maintien dans l'environnement, c'est le fruit c'est l'interaction entre le contexte et la personne. Donc l'évaluation fonctionnelle en fait va permettre de comprendre le lien entre le contexte et la personne. Voilà, donc ce que j'ai expliqué, c'est que finalement dans une situation, si la réponse comportementale est suivie de conséquences positives ou agréables pour la personne, la même situation va déclencher à nouveau la même réponse comportementale. Voilà, donc du coup, et il y a aussi des événements contextuels. Donc ça ne précède pas tout à fait le comportement, mais c'est des événements comme déjà un handicap, le fait d'être malade ou fatigué, ou d'avoir passé une mauvaise journée juste avant. Enfin voilà, ça sont des événements contextuels. Et quand on arrive dans une situation précise, voilà, c'est là où il y a la contingence entre la réponse comportementale et la conséquence. Donc là, je vais vous donner un petit exemple qui normalement permet à nouveau de comprendre ce que j'explique en étant totalement décentré. Et donc je vais vous parler d'une situation assez simple, qui est tout simplement d'être là devant vous. Donc je fais une présentation orale. J'ai, dans mes antécédents, j'ai d'autres expériences de présentation. J'ai travaillé pour faire ce diaporama, donc ça m'a pris du temps, j'ai réfléchi, j'ai ouvert des bouquins, voilà. Donc tout ça prend quand même pas mal de temps. Au passage, chez moi, il peut y avoir aussi des manifestations anxieuses, la gorge serrée, peut-être que ma voix n'est pas très très bien posée, j'en sais rien. Une volonté peut-être plus d'être ailleurs, d'autant plus qu'aujourd'hui on est filmé, donc du coup ça soulève quelques angoisses sociales parce que ce sera sur site internet
et que on se demande ce qu'on va bien penser de nous. Donc voilà, donc tout ça, c'est là. Mais finalement, je suis là, je vous parle. Je surmonte quand même ma crainte et il va y avoir forcément des conséquences à la fin. Donc par exemple, si la conséquence est agréable pour moi, avec plutôt des encouragements comme des applaudissements, il y a de fortes chances que j'ose à nouveau reprendre le micro et revenir parler à vous ou à d'autres personnes. En revanche, il y a un peu moins de chances que je recommence si j'ai le droit à quelque chose d'aussi désagréable. Donc vous voyez, là, la conséquence qui est agréable pour moi vient véritablement guider ma façon de me comporter dans l'avenir. Donc, si on se met dans le cadre d'un comportement problème, donc dans les antécédents, on a une personne avec autisme qui n'a pas de communication expressive fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il a du mal à exprimer ce dont il a envie, pas envie, ce qui le gêne, où est-ce qu'il a mal, etc. Et en plus de ça, en fait, il y a une carie qui lui fait mal là, depuis une semaine, mais il ne l'a pas dit, et personne ne l'a vu. Donc, il n'est pas dans les meilleures dispositions. Et ce jour-là, on lui propose un nouveau travail sur table, l'activité nouvelle, parce que finalement, il s'en est pas trop mal sorti sur les fois d'avant, donc allez hop, activité nouvelle, et forcément, qui dit nouveau, dit difficulté supérieure. Et cet enfant, en fait, il va jeter le matériel. Il va prendre les jeux, les crayons, il va acheter. Si c'est pas suffisant, il va prendre la chaise, il va l'acheter. Et la conséquence, nous on trouve ça désagréable. On peut traduire ça comme étant un comportement agressif ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est qu'on arrête. Et donc l'enfant n'a plus à travailler. Donc la conséquence agréable, c'est que finalement, devant une situation où je suis face à une situation de travail ou de difficulté, la dernière fois j'ai jeté le matériel, ça a été efficace, je vais peut-être recommencer. Et donc finalement, sans cesse, on va avoir un enfant qu'on va définir comme étant un enfant opposant, mais parce qu'en fait, ce qu'il veut surtout, c'était d'exprimer qu'il était en difficulté, pas forcément qu'il n'a pas envie de travailler. Donc il faut faire la part des choses, et c'est pour ça que il faut remettre ça dans un contexte à chaque fois. Donc en fait, ce que je commençais un petit peu à vous expliquer, c'est que le comportement problème, il a une fonction, c'est-à-dire qu'il sert à quelque chose. Il n'est pas là pour embêter le comportement problème. Parce que déjà, pour embêter, faudrait avoir, chez des enfants déficients, des enfants autistes, il n'y a pas beaucoup de théorie de l'esprit, s'il y a une déficience intellectuelle, il y en a encore moins. Donc pour embêter quelqu'un, il faudrait déjà avoir un peu plus de théorie de l'esprit pour être dans cette disposition. Donc généralement, les comportements problèmes, ils servent soit à obtenir quelque chose, soit à l'éviter. Donc ça peut être des stimulations internes ou des stimulations externes. Et donc en fonction des conséquences de l'obtention ou de l'évitement, ça va renforcer ou pas l'apparition du comportement problème. Un autre exemple totalement décentré de l'autisme, vous prenez une personne phobique, un phobique des araignées. S'il a une phobie véritablement importante, dans sa vie de tous les jours, il ne va jamais descendre dans sa cave. Il va toujours envoyer quelqu'un faire à sa place. Et donc finalement, ça peut ne pas être problématique comme ça peut le devenir, parce que la famille en a marre de faire à la place de cette personne ne peut plus aller dans une autre maison que la sienne parce qu'elle n'est pas sûre qu'il y ait des araignées ou pas, donc dans le doute je reste chez moi, et donc j'évite toute situation nouvelle où je ne suis pas sûre. Donc finalement j'ai évité, et la conséquence agréable, c'est que j'ai pas dû me confronter à l'angoisse. Donc super, il y a de fortes chances que ce phobique recommence les comportements d'évitement. Donc un comportement problème, c'est pas que chez les personnes aussi avec autisme. Donc vraiment, obtenir et éviter, c'est généralement les deux fonctions principales des comportements problèmes. Et le comportement, en fait, c'est tout simplement le mode d'expression qui a été trouvé.
Donc, l'évaluation fonctionnelle, c'est un processus qui doit être systématique pour comprendre les facteurs de maintien et d'apparition des comportements. C'est forcément l'outil de la compréhension. Si on arrive à faire le lien entre le comportement et son contexte, on peut émettre en fait des hypothèses fonctionnelles qui vont devenir des objectifs de travail. Si par exemple on se rend compte que le comportement arrive essentiellement dans la même pièce, on peut commencer à faire des hypothèses sur les aspects de la pièce. Est-ce qu'il y a un néon qui est pas endommagé? Est-ce qu'il n'y a pas trop de lumière? Est-ce que c'est pas une pièce où la sonorisation est pas agréable et l'enfant qui a une hypersensibilité auditive se retrouve extrêmement dérangé? Voilà, on peut émettre toutes ces hypothèses-là. Mais pour ça, il faut utiliser aussi des outils. Voilà, je vais vous expliquer les outils après. Donc voilà, on articule après tout ça, surtout dans les interventions. On a objectivé le comportement, à quoi il servait. On n'est pas sur des hypothèses, on est sur de l'hypothèse, mais on n'est pas dans l'interprétation, c'est-à-dire pour émettre ces hypothèses, on va s'appuyer sur des données qu'on va essayer de relever, comme la fréquence et le lieu où ça arrive. Et donc, en prenant en fait cette façon de travailler, la personne, on la prend dans sa globalité, parce que là, en fait, on ne se réduit pas à prendre la personne en fonction de ce qu'elle donne à voir. On essaye d'aller comprendre ce qu'il cherche à exprimer. L'approche est individuelle aussi, parce que un enfant qui jette du matériel, il y en a, c'est pour dire que la situation elle est compliquée, il y en a pour dire qu'il y a beaucoup trop de lumière et je ne supporte pas. Donc l'idée c'est de comprendre, voilà, un jet de matériel, ça ne veut pas dire la même chose chez tous les enfants. Certains, c'est aussi tout simplement pour obtenir de l'attention, parce que finalement quand on vient le gronder ou lui enlever le matériel des mains, l'isoler, le mettre dans sa chambre ou quoi que ce soit, voilà, même si c'est pas, nous on a le sentiment qu'on n'est pas agréable avec lui, l'enfant peut considérer en fait qu'on est en train de s'occuper de lui et que c'est super. Donc finalement, je recommence à jeter mon matériel. Donc l'approche individuelle, parce que le même comportement n'a pas la même fonction chez tous les enfants. L'évaluation fonctionnelle, elle a pour but, à terme, de réduire l'apparition du comportement problème. L'idée, ça va être de travailler dessus, et c'est ces objectifs-là qu'on va articuler en fait dans le projet individualisé. Un objectif, c'est surtout l'amélioration de la qualité de vie aussi de l'enfant. Parce que un enfant qui va s'automutiler, c'est quand même pas super agréable tous les jours. Un enfant qui est... voilà, parce que certains ont des comportements problèmes en étant scolarisés. Ils aimeraient bien quand même pouvoir se faire des petits copains, mais ils sont rejetés parce qu'ils ont des comportements que les petits copains ne tolèrent pas. Et donc, voilà, donc du coup, l'idée, c'est aussi d'apporter une amélioration et un bien-être à ces personnes. Et on n'est en aucun cas sur de la normalisation. Voilà, en faisant ça, on ne demande pas à l'enfant de fonctionner comme on attendrait qu'il fonctionne dans telle ou telle situation. C'est pas du tout l'objectif. On essaye juste de faire en sorte qu'il puisse trouver voilà, un mieux-être et une meilleure manière de s'exprimer. Donc voilà, les outils dont je voulais vous parler. Donc en fait, déjà en premier lieu, c'est voilà, un entretien avec les parents, une synthèse pluridisciplinaire, la consultation des dossiers. Déjà on peut repérer, parce que si les choses sont inscrites dans les dossiers, on doit déjà pouvoir relever certains éléments qui posent plus problème que d'autres. Il y a des outils d'observation directe qui sont voilà, des types de grilles. Bon, celle-ci elle est assez complexe, hein, celle que je vous montre, mais l'idée c'est voilà, de déterminer quels sont les problèmes qu'on doit observer dans le quotidien de la personne. Et en fait, on va regarder les heures
à laquelle le comportement arrive. On va regarder à quel endroit ça arrive. Et donc en fait, vous voyez, ce type de grilles qui peuvent être... voilà, on peut avoir des réticences en équipe parce que ça demande un travail assez important de faire se relever. Mine de rien, ça permet une lecture assez intéressante. Et puis une lecture qui se fait rapidement entre tous, sans avoir besoin de lire un compte-rendu de 3 pages. Voilà, on a le compte-rendu de la journée qui se voit au premier coup d'œil. Et puis on peut aussi faire des relevés sur des périodes beaucoup plus longues. On peut imaginer une jeune femme qui fait qui de temps en temps il n'y a aucun souci, et puis de temps en temps il y a des problèmes et on ne comprend pas parce qu'on n'a rien changé de son planning, on lui a mis ses vêtements préférés ou quoi que ce soit. Si on pense à faire le relevé sur des périodes mensuelles et qu'on observe que finalement ça arrive véritablement tous les mois, le lien, je pense que tout le monde est capable de le faire assez rapidement, sauf que cette personne n'avait pas les moyens d'exprimer que ces règles étaient extrêmement douloureuses. Voilà, donc de temps en temps, le comportement problème, c'est aussi parce qu'on a mal quelque part. Donc il faut aussi pouvoir l'observer et pas laisser l'enfant un peu en punition parce qu'il a été méchant. Non, s'il a mal, on s'en occupe. Il y a eu des exemples où des enfants sont restés pendant une semaine avec une entorse ou même une fracture du poignet. Alors les comportements problèmes, forcément, ils n'allaient qu'augmentant. L'enfant, il avait quand même fondamentalement mal. Un poignet cassé pendant une semaine, c'est franchement pas agréable. Donc voilà, oui, les comportements, il faut quand même pouvoir les observer et objectiver objectiver leur fonction, surtout. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de la grille. Voilà, donc on enregistre les fréquences, les antécédents, les conséquences, les fonctions supposées à ce moment-là. Donc ça permet de mettre en évidence la relation antécédent, situation, réponse et comportement. Toujours dans les recommandations de l'HAS, les objectifs fonctionnels, c'est un petit peu ce que j'avais décrit au départ avec le petit tableau. Il y a des objectifs qui sont assez spécifiques chez les enfants avec autisme, comme dans la communication, on favorise la communication verbale et la communication non verbale. Voilà. Il faut avoir toute cette grille de lecture un peu en tête quand on organise le projet de l'enfant. Les objectifs fonctionnels et les comportements problèmes. En fait, les objectifs vont permettre de diminuer la signification ou l'utilité du comportement problème. On avait dit tout à l'heure que le comportement problème, c'était le comportement le plus efficace que l'enfant avait trouvé pour exprimer un besoin, pour atteindre son but. Voilà, on va le rendre moins efficace. Donc, dans les objectifs, ça va être tout simplement de voir si, en le faisant travailler dans une pièce où on n'allume pas les néons, où on feutre autour des baies vitrées, on met un film sur les baies vitrées pour voir si la personne est capable de mieux travailler dans cet environnement. Voilà, ça sont des objectifs à mettre en place de cette manière. Ça peut être de protocoliser, quand apparemment ça a l'air d'être... la fonction c'est d'exprimer que c'est trop compliqué, on diminue la tâche, tout simplement. On passe à quelque chose qui est connu. Voilà, plutôt que d'arrêter tout travail, on change un petit peu, parce qu'il ne faut pas ritualiser, je jette le matériel, donc j'arrête de travailler et je peux passer à autre chose. Non, le comportement permet d'exprimer une difficulté. Ok, la difficulté, je l'ai entendue et je te propose autre chose. Donc voilà, donc ces objectifs, ils sont à mettre en place. Donc on rend le comportement inefficace et l'idée c'est d'apprendre des comportements alternatifs qui sont plus adaptés. Donc c'est des comportements qui sont plus fonctionnels. Donc ça peut être apprendre à un enfant d'utiliser un certain pictogramme pour dire que c'est compliqué,
plutôt que de jeter le matériel, et ben, du coup, je vais t'apprendre à utiliser un pictogramme qui peut avoir soit, voilà, ça peut être très schématique, ça peut être même une carte de couleur pour certains, mais voilà, c'est médiatiser un petit peu la communication sans que ça devienne problématique, et du coup, l'enfant peut continuer à travailler. Donc, ça a quand même un intérêt très fort pour lui. On peut aussi faire de l'extinction. Donc l'extinction, c'est rendre le comportement problème non productif avec la disparition des facteurs de maintien. Alors on ne le fait pas avec tous les comportements. Ça marche avec certains, mais pas avec d'autres. Ne pas arrêter la tâche alors qu'il est en train de jeter le matériel, ça risque d'augmenter, ça risque de devenir très compliqué. Donc c'est pas ces comportements-là qu'on va chercher à éteindre véritablement. Mais ça peut être, voilà, il y a des enfants par exemple dans les autostimulations qui vont se mordre entre le pouce et l'index, comme ça. Donc ça c'est problématique. On peut le rendre voilà, inefficace en protégeant avec des systèmes, voilà, de bandage, des protections un peu en caoutchouc, etc. pour qu'en fait, quand il se mord, il n'y a plus la stimulation tactile ou proprioceptive associée, qui est peut-être celle qu'il va rechercher. Et donc, finalement, il n'obtient plus ça, donc il va arrêter de se mordre. Donc ce qui va éviter forcément d'avoir des plaies qui s'infectent en permanence, d'autant plus si les soins somatiques sont compliqués avec lui. Donc l'extinction, c'est voilà, empêcher que le comportement ait une efficacité. Donc là, c'est voilà, le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc fait avec un enfant de l'unité d'enseignement maternel. Et donc là, on voit le type, c'est pas très lisible, mais par exemple, on voit pour l'imitation et le respect du tour de communication, l'objectif du jeu à deux, c'est atteint. Donc maintenant, on va utiliser un nouveau jeu, ou alors on va passer à 3 personnes autour du jeu. À quel moment ça va se faire, avec qui et l'échéance. Voilà, là c'est clairement traduit dans chaque domaine. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Voilà, donc finalement, l'évaluation fonctionnelle, elle a quand même pour simple objectif la qualité de vie de la personne, son bien-être sensoriel, on en parlait, le bien-être physique, l'équilibre aussi psychique d'une certaine manière, l'accès aux apprentissages qui sont intéressants, qui permet de gagner en autonomie. Voilà, on travaille sur la qualité de vie. On n'est pas en train de formater un enfant à des réussites dans certaines choses. Non, on respecte les incapacités. Donc voilà. Donc l'approche, elle est totalement centrée sur les intérêts, les besoins de la personne avec autisme. Et voilà, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en augmentant la fonctionnalité de la personne dans son environnement, on lui permet aussi de développer un sentiment d'efficacité personnelle. Et ça, je pense que tout être humain est sensible à ressentir ce sentiment. Voilà, donc cette image, donc, pour rappeler qu'un comportement problème, ce n'est pas un problème d'éducation des parents. Les parents sont souvent quand même démunis face à ces comportements parce qu'ils ne savent pas comment agir. Et souvent, parce qu'il y a des comportements qui apparaissent dans des lieux forcément complètement sociaux. C'est un supermarché, un centre commercial, le ciné, le parc de jeux. Enfin voilà, on peut avoir tout ça et donc tout le monde nous regarde. Donc c'est pas très agréable. Mais voilà, on est dans un environnement où il y a des règles sociales. Un certain nombre de normes que nous, on a internalisées, on les connaît, c'est super. Mais les personnes avec autisme, en fait, il faut qu'ils les apprennent. C'est ce que disait Joseph Chovanec avec ses petits bris au téléphone. Il a appris à le faire. Parce que c'est une sorte de convention sociale. Voilà, nous, on fait ça de manière totalement inconsciente, mais les personnes avec autisme doivent apprendre tout ça. Et en plus de ça,
non seulement il y a des règles sociales, mais en plus de ça, il y a des nuances dans les règles. C'est-à-dire, je vous prends un exemple autour de l'alimentation. L'alimentation, le repas, ce n'est pas que manger, être à table, c'est aussi communiquer, être avec la famille. Voilà, il se passe plein de choses. Et généralement, on nous apprend que manger, ça se fait avec un couteau et une fourchette. Sauf s'il y a des frites. Les frites, on peut peut-être les manger avec les doigts à la maison. Mais sauf si on est au resto. Les frites, certains mangent les frites avec couteau-fourchette au resto. Sauf si on va chez McDo, où là on est au resto, mais on peut quand même manger avec les doigts. Et à la maison, on peut manger avec les doigts, sauf s'il y a des invités. Où là, les invités, faut à nouveau que je reprenne mon couteau et ma fourchette. Alors, je comprends pas, je suis chez moi. Et les invités, si en plus de ça sont des intimes, là, j'ai à nouveau le droit de manger avec mes doigts. Donc, vous voyez, voilà, là où nous, on est capable de nous adapter totalement à toutes ces nuances, c'est totalement illisible pour certaines personnes avec autisme. Et donc, certains comportements sont la traduction de cette incompréhension sociale. Et du coup, voilà, il faut l'entendre comme ça et pas comme quelqu'un qui a envie d'embêter ou qui a été mal éduqué par ses parents. Voilà.